Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Donc, je suis Fabien Bourgeonnier, président de l'association À la mémoire de nos anges, du drame de Millas, survenu le 14 décembre 2017. Dans ce drame, il y a 23 enfants innocents. Donc c'est un quart scolaire qui a franchi un passage à niveau. Un quart scolaire sera percuté par le milieu. Voilà. Ce qui créera un choc énorme. Il y a eu 6 enfants décédés, 4 morts sur le coup, 2 malheureusement décéderont quelques jours plus tard, et 17 blessés, traumatisés. Les enfants ont été complètement détachés dans ce quart. Mon fils d'ailleurs, qui s'appelle Loïc, décédé dans ce drame, était debout dans le quart. C'est affreux. Il était à la base assis à l'arrière du véhicule et il s'est retrouvé à discuter avec une affiche de foot dans les mains avec un de ses camarades malheureusement décédé lui aussi. Dans ce drame, donc ils étaient en train de discuter la prochaine compétition qu'ils allaient faire tous les deux. Malheureusement, ils sont morts tous les deux, donc ils n'iront jamais à la compétition. Millas, il y a 2 passages à niveau qui entourent le collège. Nous, moi en tant que père, quand le collège a été construit, je ne m'étais pas posé la question en fait. Voilà. Quand j'ai vécu mon drame, ça m'est arrivé dans la tête, je me suis dit, mais pourquoi on a mis ce collège ici ? Il faut savoir que depuis le drame de Millas, le collège, donc, fatalement, n'a pas été déplacé, et les jeunes passent en trottinette, à vélo, à pied, sur ce passage à niveau, qui est à quelques mètres du collège. Et il n'y a pas de mise en sécurité depuis. Le drame s'est produit, moi j'étais chez moi, j'étais en repos, ce jour-là je ne travaillais pas, ma femme était au travail. J'étais occupé chez moi, et j'avais la télé allumée qui était en plus ce jour-là malheureusement sur une chaîne d'information. Et ma femme m'appelle en me disant qu'il y a eu un accident. Je sais que mon fils était dedans. Mais pour ma femme, c'est un simple accident. Elle pensait que le bus avait... Comme il y a un fossé, elle pensait que le bus avait glissé dans le fossé et que les enfants étaient un peu choqués, mais sans plus. Le problème, c'est que quand ma femme me dit ça, moi je lève la tête et je vois marqué drame de Millas. Voilà. Mais je n'ai pas la notion. J'ai juste un instinct, je ne sais pas comment le décrire et le formuler, mais je sais que c'est grave. Et en sortant, je vois ce qu'on appelle une noria, la noria des hélicoptères qui sont déjà sur place. Je suis ancien sapeur-pompier. Je sais à quoi ça correspond de voir ce qu'on appelle le dragon. Le dragon, c'est l'hélicoptère des pompiers, et le SAMU. Mais je sais toujours rien de plus. J'en sais rien, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un balai incessant de pompiers, il y a des gendarmes de partout, il y a des secoureurs de partout, il y a des ambulances privées, et donc je m'aperçois vite que c'est très grave. Les heures passent, ma femme m'appelle, on ne sait pas, parce que personne ne nous parle en fait, on ne nous dit absolument rien du tout. On ne dit rien. Et au bout d'un moment, on va dire vers les 18h, il y a des parents qui nous disent qu'il faut aller à la salle communale de Millas. Pareil, on ne nous dit rien, quoi. On arrive dans une salle, et personne ne nous prend en charge, on ne nous parle pas. On rentre dans cette salle, on se retrouve, là, les familles, et là, il y a des caméras de partout, il y a des pompiers, il y a tout. Dès 18h, le drame a eu lieu à 16h07. Et encore une fois, je suis ancien sapeur-pompier, et c'est dans mon village. Et là, je trouve mon chef de centre, qui est là. Je vais le voir, et je lui dis, Christophe, qu'est-ce qui se passe ? Et il me prend dans ses bras, et il pleure. Il me dit, ça va bien se passer, mon petit. À ce moment-là, je comprends que mon fils est mort. J'ai été 10 ans pompier. C'était mon chef de centre, il m'a formé, il m'a appris le rudiment d'un pompier. Il m'a appris l'éthique d'un pompier, il m'a appris comment agir en tant que pompier, et il m'a formé. Et il m'a jamais appelé mon petit sur une intervention. Il n'y a pas de psy, il n'y a rien. Il n'y a pas de cellule, il n'y a aucune prise en charge. Voilà. Et là, à 20h, on a l'adjoint du directeur du SDIS qui vient nous voir, et qui commence à nous dire qu'il y a des décédés, fatalement, et des blessés qu'il faut les rejoindre. Voilà. Et il a une liste de noms, et il écorche les noms, comme ça. Et au bout d'un moment, il dit, ceux que j'ai pas appelés, il faut aller à Perpignan. Donc on se tape une vingtaine de kilomètres, à 20h, 20h30,
pour aller rejoindre les urgences de l'hôpital de Perpignan. Il y a une salle où on entend absolument tout ce qui se passe, tout. Et on nous fait rentrer un par un dans cette salle, et on doit montrer une photo de notre enfant pour l'identifier. Ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas comprendre. 5 ans plus tard, on comprend pourquoi, mais sur le moment, on ne comprend pas. Et, les murs sont des feuilles de cigarettes. Donc on entend absolument toutes les questions que les parents posent. On n'a aucune intimité. Donc on est une quinzaine de familles, donc ça fait un brouhaha, ça fait du bruit. Les minutes passent comme des heures. Et puis, en fait, le gars qui a cette liste, il arrive, allez, on va dire toutes les demi-heures, à peu près, j'en sais rien dans le temps. Et il demande à chaque fois 5 enfants. 5, pas un de plus, pas un de moins, 5. Et ça, c'est les blessés qui demandent. Et puis au bout d'un moment, il arrive en demandant les groupes sanguins aussi. On va arriver au moment où il nous reste que 5 familles, sachant qu'il y a 4 décédés. Donc on demande une première famille. Et là, on entend l'annonce. On entend tout. Tout. Et on entend la mère pleurer. On entend la mère hurler. Ma femme me prendra les mains, tellement fort que presque elle m'a cassé les mains. Et elle me dit, pas nous. Je sais que mon fils n'est plus là. Et on nous appelle. Et il nous regarde, il nous dit, il faut vous asseoir. Je lui dis non, je ne m'assierai pas. Il me dit, bah c'est pas grave, il est mort, c'est fini. Pas d'autre explication. On ne peut pas dire à un père ou à une mère, vas-y assis-toi, ton fils est mort. C'est pas possible. Non. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on était 5. Qu'est-ce qu'il fait le 5e? Il ne sait pas si son fils il est mort ou il est vivant. Et lui, il a entendu les 4. Il ne sait pas s'il n'y a pas un 5e décédé à ce moment-là. Sauf qu'à lui, on lui dit, votre enfant, il a un gros traumatisme crânien. Peut-être il va mourir, peut-être pas. C'est la loterie. Donc je suis là, assis, il pleut. Je suis 50 cigarettes par minute. La femme sort. Et elle me dit, on va chercher mon fils. Sauf que notre fils, il est à Montpellier, il est à 200 et quelques kilomètres de chez nous. Parce que l'unité judiciaire est à Montpellier. Donc c'est là-bas où il y a l'autopsie qui se déroule. Et il faut aller chercher des affaires pour notre enfant parce qu'il faut l'habiller. Il ne faut pas le laisser nu, il ne faut pas le laisser comme ça. Donc on retourne à Saint-Félieu, là où on habite. Et personne ne nous prend en charge, on n'a pas d'accompagnant, on n'a rien. Et on retourne nous-mêmes. Je pense que j'étais à plus de 200 km sur la route et j'étais en danger public. J'avais pas de notion, j'avais plus de notion de rien, ma femme non plus. Et on se regarde, on dit il faut le dire à nos enfants. J'ai un petit garçon de 14 ans et une petite fille de 6 ans. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi leur dire en fait. On ne sait absolument rien. Et on va les réveiller. On va pleurer. On ne comprend pas spécialement de gants. Je ne sais pas comment le dire. En tout cas, je sais que aujourd'hui, 5 ans après, je sais qu'on a mal fait les choses. Ah non, quelle est la vraie solution, je ne sais pas. Et là, on va à la Péronie, parce que mon fils était à la Péronie, à Montpellier. Les autres familles arrivent aussi. Parce que on est 4, hein. Donc il y a 4 enfants décédés, hein. Donc les autres arrivent. Il y a une espèce de symbiose qui se passe. Il y a une espèce de truc où on se comprend. Donc on commence à se parler un peu les uns des autres. On ne sait pas ce qui se passe, on est encore dans ce nuage-là. Mais bon, voilà, on est ensemble. Et puis donc le médecin légiste arrive, il nous explique qu'il va voir nos enfants. Et là, moi, je lui posais une question, je lui dis, voilà, docteur, est-ce qu'ils sont visibles pour vous en tant que médecin, ou est-ce qu'ils sont visibles pour nous en tant que parents? Pourquoi je pose la question? Parce que je sais qu'ils sont passés sous un train. Donc arrive notre tour, et là, on est dans une petite salle, le psy est là avec nous. Là, je regarde ma femme, et je lui dis, écoute, je vais y aller. Et selon qu'est-ce qui se passe, je te dis. Je rentre, je vois mon bébé étendu, les yeux fermés, sous une couverture, juste la tête. Donc j'accompagne ma femme jusqu'à la porte, elle ne la franchira jamais. Elle ne pourra pas. C'est trop dur. Trop compliqué. Tout ça, ça a créé un traumatisme. Ça a créé un traumatisme pour mes enfants, ça m'a créé à moi un traumatisme et à ma femme. Et le problème, c'est que depuis mon drame, j'ai du mal à, moi, reprendre un train. Et j'étais quelqu'un d'assez protecteur à la base. Et je le suis malheureusement devenu encore plus. Il est hors de question que ma fille reprenne un car ou quoi que ce soit, c'est moi qui l'amène. Un transport scolaire, aller dans un musée ou que ce soit, c'est plus possible. Donc c'est soit ma femme qui les amène, soit ils n'y vont pas, tout simplement.
Le drame de Millas apporte beaucoup de choses. Il apporte un problème ferroviaire, il apporte un problème sur la sécurité de nos enfants dans les quarts scolaires. Parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà du drame de Millas, c'est tous les véhicules scolaires où les enfants sont complètement détachés. Et en 50 ans, la seule année où il n'y a pas eu un seul décès, c'est en 2022. Voilà, en 50 ans, c'est trop. Il y a de nombreux décès par jour en France, dans les cars. C'est un fléau. De nombreux blessés aussi. Donc voilà, ça c'est le drame de Millas. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.